En 2025, les derniers vétérans de la Waffen-SS sont une poignée de centenaires qui survivent dans l'anonymat, dispersés à travers l'Europe et l'Amérique. Parmi les centaines de milliers de personnes qui composaient cette force d'élite nazie, seuls quelques-uns sont encore en vie, la plupart d'entre eux ayant plus de 100 ans. L'un des plus célèbres était Otto Günsche, l'assistant personnel d'Hitler, dont le corps fut incinéré après la chute du Führer. Capturé par les Soviétiques en mai 1945, il a passé plus d'une décennie dans des camps de travail avant d'être libéré en 1956. Günsche n'a jamais publié de mémoire et a vécu tranquillement en Allemagne jusqu'à sa mort en 2003 à l'âge de 86 ans. Rochus Mich, garde du corps et opérateur téléphonique dans le bunker d'Hitler, fut le dernier témoin vivant des derniers jours du régime nazi. Après avoir passé 9 ans dans les prisons soviétiques, il retourne à Berlin, où il ouvre un magasin de décoration d'intérieur. Mich n'a jamais montré de remords et a défendu Hitler jusqu'à sa mort en 2013 à l'âge de 96 ans. Plus récemment, en mai 2023, Erhard Gurs, Obersturmführer de la première division blindée SS Leibstandart Adolf Hitler, est décédé à l'âge de 103 ans. Gurs était l'un des derniers officiers SS de haut rang encore en vie, et sa mort marque la fin d'une époque. Les premiers pas des SS dans un monde sans Hitler. En 1945, la SS a commencé son chemin vers la désintégration. Certains officiers espéraient que les tensions entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique exploseraient, afin qu'ils puissent entamer des négociations pour une paix séparée avec les alliés occidentaux, ce qui permettrait à l'État nazi de survivre et de combattre l'État soviétique. Lorsqu'ils ont réalisé que cela ne serait pas possible, ils ont essayé de cacher les preuves aussi longtemps que possible. Heinrich Himmler a ordonné que les prisonniers des camps de concentration ne tombent pas vivants entre les mains de l'ennemi, afin qu'ils ne puissent pas témoigner de ce qu'ils ont vécu. Les gardes SS ont forcé des milliers de prisonniers à entreprendre le voyage dans un hiver rigoureux, avec des températures basses et sans abri approprié. C'est ce qu'on appelait les marches de la mort. Ces pratiques ont considérablement augmenté le nombre de décès. Ce fut ensuite le tour des prisonniers des prisons de la Gestapo et de la Kripo. Le 6 mai 1945, l'amiral Karl Dönitz, successeur d'Adolf Hitler, relève Himmler de ses fonctions. Bien que ce dernier ait promis à ses hommes qu'il assumerait la responsabilité de ses actes, quelques jours après avoir été démis de ses fonctions, il a choisi de tomber. De nombreux autres membres de la SS ont suivi le même chemin. D'autres ont été capturés par les Alliés, tandis que certains ont réussi à s'échapper vers différents pays du monde, notamment en Amérique du Sud. Après la chute de Himmler, Ernst Kaltenbrunner succéda à Heydrich à la tête du bureau central de sécurité du Reich et représentant SS au procès de Nuremberg des grands criminels de guerre. Complètement impuissants et craignant de tomber entre les mains de l'ennemi, les soldats SS continuèrent à chercher différentes méthodes pour éviter d'être pris. Les troupes allemandes n'eurent donc d'autre choix que de retourner à pied dans leur foyer ou leur cachette, car les voies ferrées avaient été presque entièrement détruites, les routes étaient peu asphaltées et les ponts avaient été détruits par les bombardements, les obligeant à traverser les rivières à la nage. Seuls les soldats qui avaient de la famille sur le terrain gardaient l'espoir de retrouver leurs proches vivants ou leurs maisons intactes. Chaque ville était dévastée. Alors ceux qui avaient combattu dans des pays comme la Belgique, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont prié pour atteindre et retrouver leurs proches vivants. Certains soldats se contentaient d'éviter d'être découverts par les Soviétiques. Ils ont préféré perdre leur liberté sous les protocoles de l'Occident. Les brigades américaines et britanniques avaient acquis la réputation de capturer des nazis, évitant ainsi leur exécution après les poursuites. À certaines occasions, ils ont été renvoyés dans leur pays d'origine et ceux qui ont servi sur le front de l'Est ont été transférés dans le pays dirigé par Staline. Cependant, on savait également que certains alliés occidentaux exécutaient des soldats allemands. Tous les hommes d'Hitler n'ont pas été traités de la même manière. Les alliés savaient que ceux qui avaient appartenu aux SS avaient souvent ce tatouage de sang sur le torse. Les divisions américaines forçaient les prisonniers de guerre allemands à marcher en ligne droite, torse nu, les bras levés. Ceux qui avaient le tatouage double S étaient séparés. Ce fait était connu des soldats allemands. Il était donc courant pour eux de se maquiller pour couvrir le tatouage ou, dans les cas les plus extrêmes, de se couper la peau.
Une fois capturés, ils étaient identifiés et interrogés. S'ils étaient d'un rang inférieur et s'étaient engagés après 1943, ils étaient envoyés dans un camp de prisonniers de guerre et libérés plus tard. Dans le cas des officiers SS de haut rang, ils étaient d'abord interrogés puis envoyés avec le reste des prisonniers ou directement exécutés. Une fois découverts, les soldats nazis furent déchus de leur rang. Son sort était laissé aux mains de la roulette et dépendait de la clémence de son ravisseur. Il se méfiait également des Polonais, des Français et, étonnamment, des Canadiens. La bataille de Normandie avait fait ressortir le pire des brigades canadiennes, de sorte qu'elles ne prenaient des prisonniers SS que si elles en recevaient l'ordre spécifique. Sinon, ils étaient morts. D'un autre côté, les Soviétiques exécutaient souvent ceux qui tentèrent de se rendre. En fait, il y a eu des cas où l'armée rouge a anéanti des divisions entières de la Waffen-SS qui s'étaient rendues. Les quelques soldats qui y parvinrent avec succès avaient de très faibles chances de survie. S'ils n'étaient pas exécutés, ils devaient effectuer des travaux forcés. Les Soviétiques étaient connus pour ne pas utiliser un système judiciaire équitable, contrairement aux alliés occidentaux. À ce jour, des soldats SS sont connus comme disparus. Les bourreaux tentent d'échapper à la punition. Lors des procès de 1946, 74 membres de la SS furent accusés de crimes, notamment des cas notoires de Joachim Peiper et de Joseph Sepp Dietrich. Après avoir été identifiés comme associés à des unités responsables de crimes de guerre, ils ont été interrogés par des soldats américains à Schwäbisch Hall, en Allemagne. Ces troupes parlaient plusieurs langues et avaient réussi à échapper aux persécutions nazies. Chacun des nazis détenus s'est retrouvé dans un endroit différent, mais toujours à proximité d'autres collègues. Les prisonniers avaient l'habitude de coordonner leurs histoires pour planifier leur défense. Lors des procès, les membres de la SS ont témoigné sous serment, priant pour que les témoignages des victimes ne soient pas des témoignages de tiers. Des survivants des camps de concentration, des civils qui ont vu leur ville détruite, des personnes qui ont réussi à échapper à des massacres brutaux. Ils ont tous accepté de faire leurs supplications dans le but de voir comment les soldats nazis ont passé le reste de leur vie en prison. Une grande partie des témoignages a été appuyée par près de 100 témoignages présentés au tribunal, qui comprenaient divers aveux et explications des accusés et impliquaient leurs co-accusés. Seuls quelques-uns ont eu l'occasion de témoigner. Les accusés portaient des uniformes avec des cartes d'identité numérotées autour du cou. Ce qui s'est passé dans les mois et les années qui ont suivi a fait l'objet d'études et de recherches, devenant un sujet d'intérêt absolu. Les procédures, ainsi que les interrogatoires préalables au procès, sont devenus très médiatisés et politisés. Cependant, les officiers SS condamnés ont affirmé que les interrogateurs américains avaient utilisé des méthodes illégales, y compris la torture, et que toutes leurs déclarations avaient été forcées. IAG et la bataille pour réécrire l'histoire des SS. Au cours des premières années d'après-guerre, les Alliés ont mis en œuvre en Allemagne des politiques telles que la démilitarisation, la démocratisation, la décentralisation et la dénazification. Les Britanniques, comme les Américains, l'ont considéré comme une prétendue « justice des vainqueurs ». Au début de la guerre froide, cette idée a été remise en question par la nécessité de lutter contre le communisme en Union soviétique, une nation souvent comparée à Adolf Hitler et à sa politique étrangère. En 1950, après le déclenchement de la guerre de Corée, le haut commandement militaire américain a réalisé que la restauration des forces armées allemandes était nécessaire. Cette situation a été exploitée de manière opportuniste par un grand nombre d'anciens officiers allemands qui ont exigé la réhabilitation de la Wehrmacht. La même année, ils rédigèrent un document appelé Memorandum d'Immerod, qui proposait non seulement le réarmement des soldats allemands, mais exigeait également la libération des criminels de guerre et la fin de la diffamation des combattants nazis, y compris ceux qui avaient servi dans la Waffen-SS. Conscients de la pression exercée par le gouvernement ouest-allemand, les Alliés furent contraints de commuer certaines peines pour crimes de guerre. En 1951, Dwight Eisenhower, le commandant suprême des États-Unis, a publié une déclaration publique cherchant à faire la distinction entre les soldats réguliers et le groupe criminel autour d'Hitler. Il a ainsi tenté de distinguer certains individus qui n'avaient pas commis les crimes horribles commis par les Allemands dans les échelons supérieurs. La même année, certains officiers de la Wehrmacht reçoivent des pensions de guerre. Cependant,
les membres de la SS continuaient d'être considérés comme faisant partie d'une organisation criminelle et étaient donc exclus des avantages de cette nouvelle loi. En 1949, un nouvel événement marquant se produit. L'interdiction de créer des associations de guerre est levée. C'est ainsi que HIAG, qui signifie Association d'entraide des anciens membres de la SS, a commencé à se former. Paul Hauser, l'un des anciens commandants les plus hauts gradés de la Waffen-SS, en fut le premier porte-parole. Il était accompagné de deux anciens commandants renommés, Félix Steiner et Herbert Gilles. Après leur sortie en 1954 et 1955 respectivement, Kurt Meyer et Sepp Dietrich devinrent tous deux des membres actifs. Plus tard, Meyer deviendra l'un des porte-paroles les plus efficaces de l'association. Au cours des années suivantes, de nouveaux membres furent ajoutés, comme Erich Eberhardt, ancien membre de la 3e division blindée SS Totenkopf, qui remplaça en 1961 Meyer après sa mort, et Wilhelm Bietrich, commandant en chef de la division de cavalerie SS Florian Geyer, qui devint président du HIAG en 1977. Le HIAG ouvrit ses portes aux criminels de guerre condamnés, les absolvant de toute responsabilité et de toute culpabilité. Dans ce contexte, Walter Raeder, responsable des massacres de Vinca et de Marzabotto en Italie, et Herbert Kappler, principal auteur du massacre d'Adreatinas, ont été accueillis favorablement par les membres du HIAG. Selon une publication dans son magazine, l'idéologie de HIAG était basée sur l'esprit du sentiment européen et patriotique. Au fil des années, HIAG a commencé à susciter la controverse au sein du public mondial. Avec la parution de son premier périodique, Viking Roof, fin 1951, diverses spéculations ont circulé, accusant cette organisation d'être un groupe néo-nazi. En réponse, Hauser écrivit une lettre au Bundestag, le parlement ouest-allemand, niant ces accusations et décrivant HIAG comme une organisation de défense des anciens soldats de la Waffen-SS composée de citoyens intègres. Leurs statuts stipulaient que leurs objectifs étaient d'offrir à la fois camaraderie et assistance juridique, de soutenir les prisonniers alliés, de travailler avec les familles et d'aider à la recherche des personnes disparues. L'un de ses premiers piliers fut la lutte pour la validation du statut juridique des vétérans de la Waffen-SS. Ils exigeaient la reconnaissance de leur service public, comme le stipule l'article 131 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne, afin de pouvoir accéder aux mêmes droits et pensions que les soldats de la Wehrmacht, arguant que la Waffen-SS était leur 4e branche. Cependant, les autorités savaient que ce concept n'était pas vrai, puisque la Waffen-SS était une branche de la SS indépendante de la Wehrmacht. En outre, les membres de la Waffen-SS étaient chargés de la garde des camps de concentration et furent impliqués dans des milliers de crimes de guerre lors des campagnes de l'Ouest et de l'Est. Le HIAG a organisé des réunions et mené un service de recherche tentant de localiser plus de 40 000 membres de la Waffen-SS portés disparus au combat, ce qui a contribué à générer une meilleure image auprès du gouvernement ouest-allemand et de la société en général. En 1952, le premier grand événement de masse a eu lieu dans la ville allemande de Verden, où les discours étaient axés sur la recherche de la liberté, de l'ordre et de la justice. Ils ont également déclaré qu'ils étaient prêts à remplir leurs devoirs envers le pays. Cependant, un discours a éclipsé les efforts de HIAG pour se faire bien voir du monde. Hermann Bernhard Ramke, ancien général parachutiste et criminel de guerre condamné, a été invité à exprimer son soutien et sa solidarité avec la Wehrmacht. Cependant, ces paroles ont surpris son propre peuple et en ont provoqué la colère. Ramke n'hésitait pas à affirmer que les véritables criminels de guerre étaient les alliés occidentaux et que la liste noire des anciens membres de la SS deviendrait bientôt un tableau d'honneur. Ces mots ont provoqué un grand émoi en Allemagne de l'Ouest. Les journaux américains ont publié des titres tels que « La garde d'Hitler applaudit l'ancien chef » et « Le général agitateur inquiète ses alliés ». Ils ont également mentionné les rugissements d'approbation entendus lors de l'événement, ainsi que les cris accusant Eisenhower d'être un cochon et un chien. Les autorités de HIAG ont tenté de calmer les esprits, mais leur tentative a été vaine. L'association de défense Waffen-SS a utilisé la désapprobation générale pour prétendre que ses membres étaient des soldats comme tous les autres et que les criminels de guerre vivaient comme des prisonniers de guerre, arguant que les deux catégories
étaient égales et qu'aucune ne devait bénéficier de plus d'avantages que l'autre. En accord avec d'autres groupes d'anciens combattants, HIAG a appelé à une amnistie immédiate et à la libération rapide des criminels de guerre en captivité alliée. Cette affaire a pris une grande importance et le gouvernement allemand a fait preuve de compréhension envers le sort de ces individus, promettant d'assurer leur libération rapide. Après plusieurs mois de travail, HIAG a commencé à établir des relations avec le parti au pouvoir en Allemagne, l'Union chrétienne-démocrate, ainsi qu'avec son opposition, le Parti social-démocrate. Profitant de ces relations, il a gagné une certaine approbation de la société et a gagné un grand nombre de nouveaux membres. Les actions de HIAG ont été vivement remises en question par ses détracteurs, générant une certaine controverse. L'association a continué son combat en faveur des personnes emprisonnées et exécutées pour crimes de guerre, sans cacher la fierté de ses membres pour leur passé nazi. En 1953, il célébrait le solstice, le prétendu Noël créé par Hitler et ses sbires. Au cours de cette célébration, ils ont marché vers le château de Stauffenegg en Bavière au son de chants nazis, comprenant des phrases telles que « C'est le garde qu'Adolf Hitler aime ». Un an plus tard, lors d'un congrès tenu dans la ville allemande de Göttingen, ils affrontèrent le Conseil juif et l'association des étudiants ainsi que la hiérarchie de l'université. À partir de 1954, on pleure les criminels de guerre exécutés au cimetière de Hamelin, qui devient le point de rencontre par excellence des vétérans de guerre nazis. En 1959, il y avait déjà plus de 15 000 personnes à ces réunions, notamment à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de Bernhard Siebken, un commandant qui faisait partie de Leibstandarte SS Adolf Hitler. En 1961, ils tentèrent de publier une nécrologie dans le journal Frankfurter Allgemeine, destinée à célébrer la figure de Max Simon, un Gruppenführer qui fut l'architecte du massacre de Marzabotto. Le journal a refusé de publier l'annonce et HIAG a explosé de fureur. Lors du procès de Nuremberg, tous les membres de la Waffen-SS qui ont témoigné ont maintenu leur point de vue selon lequel leur brigade était purement militaire, identique à la Wehrmacht. Le tribunal a rejeté cette demande et HIAG a cherché à renverser la décision en déployant des efforts de propagande, exprimant son déni historique. Cependant, certains pensaient que HIAG était une association honorable. En 1953, le chancelier allemand Konrad Adenauer décrivait les membres de la Waffen-SS comme des « soldats comme tout le monde », qui avaient simplement été recrutés. Ils ont cherché à réécrire l'histoire avec des campagnes publicitaires, des périodiques, des livres et des discours publics. Le HIAG est devenu un modèle d'étude pour les générations suivantes. Plusieurs historiens s'accordent à dire que ces déclarations étaient non seulement antisémites, mais également antidémocratiques. On les accusait de ne pas avoir manifesté le moindre repentir et de continuer à propager leur idéologie nazie auprès de leurs partisans, mais aussi d'attirer de nouveaux partisans. Au fil des années, HIAG est devenu de plus en plus marginalisé et a été dissoute en 1992. Gudrun Burwitz et Still-Hilfe luttent pour les vestiges du nazisme. Le 8 août 1929, Heinrich Himmler et Margarete Boden ont accueilli la naissance de leur fille, Gudrun. Gudrun Himmler était également connue sous son nom d'épouse, Burwitz, et sous le surnom que lui avait donné son père, Puppi, qui signifiait « petite poupée » en allemand. Il est né à Munich et a grandi pendant que son père, avec Adolf Hitler, planifiait la guerre la plus brutale et la plus sanglante de l'histoire. Himmler n'a pas caché son travail à Gudrun. D'ailleurs, un témoignage de Gudrun a été découvert lors de sa visite à Dachau. Aujourd'hui, nous avons fait le tour du camp de concentration de Dachau et mon père m'a montré où poussaient les salades et les céréales. Ensuite, nous avons vu les tableaux peints par les prisonniers. Ils étaient tous très beaux. Finalement, nous avons eu un excellent déjeuner. Après la mort de son père en 1945, Gudrun a vécu une vie marquée par la fierté de l'idéologie nazie. En fait, il a fait publiquement des déclarations négationnistes sur l'extermination dans les camps de concentration. Gudrun a travaillé pour l'agence de renseignement extérieur de l'Allemagne de l'Ouest jusqu'en 1968. Dans une interview de 1959, elle a déclaré « Mon père est considéré aujourd'hui comme le plus grand génocidaire de l'histoire. Je veux essayer de changer cette image. » Auparavant, en 1951, elle avait rejoint Still-Hilfe,
une organisation d'aide aux anciens membres SS détenus, condamnés et fugitifs, où elle avait pu accroître sa notoriété et son prestige au sein du milieu nazi. En espagnol, Stilhilfe, qui signifie « aide silencieuse aux prisonniers de guerre et internés », avait été fondée par la princesse Hélène Elisabeth von Isenburg. Avant sa fondation, Isenburg et ses partenaires offraient déjà une assistance à ceux qui devaient fuir l'Allemagne, notamment vers l'Amérique du Sud, afin d'éviter des poursuites pénales. Grâce à cette collaboration, des criminels tels qu'Adolf Eichmann, Johann von Leers, Walter Rauff et Joseph Mengele ont réussi à s'enfuir vers des pays comme l'Argentine. Plus tard, constatant son efficacité, ils décidèrent de créer une association à but non lucratif afin de canaliser les ressources et les dons. Ainsi, le 7 octobre 1951, lors d'une réunion à Munich, et un peu plus d'un mois plus tard, le 15 novembre, l'association fut enregistrée à Wolfratshausen, en Bavière. Selon Isenburg elle-même, dès le début de son activité, la Stilhilfe a cherché avant tout à répondre aux besoins urgents des prisonniers de guerre et des détenus sans aucun droit. Par la suite, un service d'aide sociale fut créé pour les accusés et les personnes arrêtées à la suite de l'établissement des tribunaux de guerre, que ce soit dans les prisons des vainqueurs ou dans les établissements pénitentiaires allemands. Au début, l'assistance juridique aux criminels de guerre arrêtés était organisée par l'avocat Rudolf Aschenauer. Grâce à Stilhilfe, les prisonniers de guerre recevaient des congés payés, des salaires et des primes. Parallèlement, ils apportaient un soutien à leurs familles. Il est toutefois important de souligner que son objectif principal n'était pas de mener des activités humanitaires, mais plutôt de déployer ses théories idéologiques et révisionnistes. Isenburg était très proche du pape Pie XII et de la religion catholique en général, qu'elle professait au quotidien. En raison de cette proximité, les évêques ont aidé Stilhilfe. Il ne s'agissait cependant pas toujours d'une identification idéologique, mais aussi d'un désir de réconcilier les Allemands avec leur passé et de l'aspiration à une nouvelle société dans l'Allemagne d'après-guerre. Johann Neuhäusler, un évêque qui avait été torturé par les SS au camp de Dachau, a exprimé son intention de renouer les liens et de rendre le bien pour le mal. Après les procès de Nuremberg, les églises ont continué à montrer leur soutien à Stilhilfe, appelant à la libération des criminels de guerre nazis. Stilhilfe a continué à accompagner les accusés, comme le sadique Hildefard Lacher, dit Brigitte la Sanglante, qui travaillait dans le camp de femmes de Majdanek, appliquant des méthodes douteuses aux prisonnières. Ils ont également soutenu Klaus Barbie, Erich Priebke et Joseph Schwamberger. En 1959, Isenburg quitte la présidence et est remplacé par Gertrud Herr et Adelheid Klug. En 1992, la direction a été reprise par Horst Jansen. Depuis les années 1990, il continue de collaborer avec les prisonniers politiques. Rochus Misch, le dernier homme qui a vu Hitler vivant. Voici quelques cas de soldats nazis qui ont réussi à survivre à la période d'après-guerre. Rochus Misch est né le 29 juillet 1917 à Alt-Schalkowitz, dans la province de Silésie, au sein du royaume de Prusse dans l'Empire allemand. Son enfance a été marquée par la tragédie. Fils d'un ouvrier du bâtiment mort au combat pendant la Première Guerre mondiale et de sa mère, décédée d'une pneumonie alors que Misch n'avait que 2 ans et demi. Alors que ses grands-parents s'occupent de lui, en 1922, son frère Bruno décède des suites d'un accident de natation. À l'âge de 8 ans, son grand-père a décidé de le retirer de l'école parce qu'il sentait qu'il avait besoin d'apprendre un métier. Quelques années plus tard, Misch déménage dans la ville de Hoyerswerda, Saxe, où il devient apprenti dans la société Schmüller et modèle. Petit à petit, il commence à se former comme peintre et à travailler son art. En 1935, il commence ses cours à l'école des beaux-arts de Cologne. Après 6 mois de perfectionnement de son hobby, il est retourné à Hoyerswerda pour poursuivre sa formation. C'est là qu'il rencontre en 1938 Gerda, sa future épouse, qu'il épouse le soir du Nouvel An 1942. Ensemble, ils élèvent leur fille Brigitta Jacob Engelken. Encore dans sa jeunesse, Rochus Misch fut appelé sous les drapeaux en 1937 et rejoignit ensuite la SS-Verfügungstruppe, le prédécesseur de la Waffen-SS. Là, il fut sélectionné pour rejoindre l'unité de garde du corps personnel d'Adolf Hitler.
la célèbre Leibstandarte SS Adolf Hitler. En 1939, il fut ravi de recevoir sa promotion au grade de SS Rotenführer. Lors de l'invasion de la Pologne, il fut affecté avec son régiment au 13e corps d'armée, qui fut à son tour intégré à la 8e armée. Le 24 septembre 1939, il participe avec 4 autres hommes sélectionnés par son commandant de compagnie, le SS Hauptsturmführer Wilhelm Mohnke, à la négociation de la reddition des troupes polonaises lors de la bataille de Modlin. Mohnke était confiant dans sa capacité à parler polonais, même s'il parlait à un niveau assez basique. Cependant, Rochus Misch n'a pas atteint son objectif et les négociations ont échoué. Il a ensuite été attaqué par l'ennemi et s'est retrouvé au sol, perdant connaissance. L'incident fut si violent que Misch n'eut d'autre choix que de suspendre sa participation à la guerre et de se reposer pendant 6 semaines dans une maison de convalescence. Sa valeur lui a valu la croix de fer de 2e classe. Après avoir terminé le processus de récupération, Mohnke l'envoya au SS Begleitkommando des Führer, le commandement d'escorte du Führer, qui comprenait des membres de la SS et de la Leibstandarte considérés comme inaptes au service au front. Dans son nouveau rôle, Misch a voyagé avec Hitler tout au long de la guerre. Misch était toujours armé et, avec ses compagnons, ils étaient les seuls hommes autorisés à porter des armes en sa présence. Lorsqu'il n'était pas nécessaire comme garde du corps, il servait comme opérateur téléphonique, messager, concierge, valet et serveur. En janvier 1945, après la défaite allemande lors de la bataille des Ardennes, Misch et le reste du personnel s'installèrent dans le bunker de la chancellerie du Reich à Berlin. Là, il fut affecté comme opérateur téléphonique, gérant toutes les communications directes depuis le bunker. Le 22 avril, son commandant en chef, Franz Schädl, l'informe qu'il a acheté des billets d'avion pour sa femme et sa fille afin de quitter Berlin, mais Gerda refuse de les accepter et décide de continuer vers Berlin, plus précisément vers la maison de ses parents. Misch fut un témoin important des événements clés qui se déroulèrent dans les dernières minutes du règne des nazis. Après avoir entendu les coups de feu dans le bunker, il fut l'un des premiers à voir les corps d'Hitler et d'Eva Braun. Il était également présent le jour où Magda et Joseph Goebbels ont tué leurs propres enfants et sont morts à leur côté. Le 2 mai, Misch s'échappe du bunker, mais est rapidement fait prisonnier par les soldats de l'armée rouge qui l'emmènent à la prison de Lubyanka à Moscou. Fin 1953, après sa libération, il retourne à Berlin. Misch est entré dans une crise, car il ne savait pas comment continuer sa vie. On lui a proposé divers petits boulots, comme portier d'hôpital et chauffeur. Ces emplois ont obligé Misch et sa famille à déménager à Berlin, mais sa femme était très à l'aise en travaillant comme enseignante à Neukölln. Elle a donc catégoriquement refusé. Heureusement pour Misch, il obtint un prêt soutenu par des philanthropes allemands pour acheter un magasin de peinture et de décoration d'intérieur qu'il dirigea jusqu'en 1985, date à laquelle il prit sa retraite à l'âge de 68 ans. Malgré les années qui passèrent, Misch resta fidèle à Adolf Hitler, arguant que son ancien patron n'était ni une brute, ni un monstre, ni un surhomme, mais une personne très normale et un patron très merveilleux. Entre-temps, une contradiction surgit dans sa vie. Sa fille, Brigitta, qui soutenait les causes juives, a découvert que sa mère avait des ancêtres juifs par l'intermédiaire de sa grand-mère. Misch a nié cette information, et Brigitta a été absolument déçue car son père n'a montré aucun remords. Le 5 septembre 2013, à l'âge de 96 ans, Rochus Misch est décédé à Berlin. Le silence d'Otto Günsche après la mort d'Hitler. Otto Günsche est né le 24 septembre 1917 dans la ville d'Iéna, Saxe-Weimar-Eisenach, dans l'Empire allemand. À l'âge de 16 ans, après avoir terminé ses études, il s'engage comme volontaire dans la Leibstandarte SS Adolf Hitler. En 1934, il rejoint le parti nazi et entre 1940 et 1941, sert comme adjudant d'Adolf Hitler. Par la suite, jusqu'à fin avril 1942, il fréquente l'Académie des officiers SS, puis sert en première ligne comme commandant de compagnie de panzergrenadiers auprès de la LSSAH. Un an plus tard, Günsch devient l'assistant personnel d'Adolf Hitler. Parallèlement, il faisait partie du Führerbegleitkommando, une escouade SS composée de 8 hommes dont la mission était de protéger la vie d'Adolf Hitler.
Avec l'arrivée des Soviétiques à Berlin, Hitler chargea Günsche d'assurer la crémation de son corps après sa mort. Le natif d'Iéna n'a pas hésité une seconde et a obéi aux ordres de son supérieur. Le soir du 30 avril 1945, Günsche montait la garde à la porte de la pièce du Führerbunker où Adolf Hitler et Eva Braun sont morts. Accompagnés de Martin Bormann et du valet Heinz Linge, ils entrent en studio. Rapidement, Günsche partit et informa Goebbels, le général Hans Krebs et le général Wilhelm Burgdorf que le Führer était mort. Il a ensuite ordonné que toutes les tables et les chaises soient déplacées afin de pouvoir étendre des couvertures sur le sol et y envelopper les corps du couple décédé. Après que les corps aient été évacués par la sortie de secours du bunker vers le jardin derrière la chancellerie du Reich, la crémation a commencé. Une fois cela fait, il s'est échappé du bunker. Cependant, le 1er mai, il fut arrêté par l'armée rouge. Là, on l'a interrogé à maintes reprises sur la façon dont Hitler était mort et sur le fait de savoir s'il avait utilisé la méthode de l'évasion par double corps. Günsche refusa de répondre et fut soumis à diverses tortures. En 1955, après avoir purgé sa peine à Sverdlovsk, en Russie, il est transféré à Bautzen, en République démocratique allemande. Après sa libération, il a reçu les mêmes questions de la part de ses alliés occidentaux, notamment concernant son témoignage devant le tribunal. Devant les juges, les détails concernant Günsche étaient rares. Il a déclaré avoir vu le corps après qu'il ait été déplacé. Cette déclaration contredit cependant les versions de Kempka, chef des jeunesses hitlériennes, et de Traudl Jung, secrétaire d'Hitler, qui rappelaient que c'était Günsche qui les avait avertis que le chef nazi s'était tiré une balle dans la bouche. Le garde du corps d'Hitler a nié chacune de ces déclarations et a même affirmé que son supérieur s'était tiré une balle dans la tempe droite. En 2003, Günsche décède d'un arrêt cardiaque à son domicile de Lomar, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Karl Höcker, le visage quotidien de l'horreur nazie. Karl Höcker est né le 11 décembre 1911 à Preußisch-Oldendorf, province de Westphalie, dans l'Empire allemand. Il a commencé sa carrière comme employé de banque dans une banque de la ville de Lübeck. Peu de temps après, il décide de démissionner, trouvant le travail trop routinier. Après plus de 2 ans de chômage, il rejoint la SS en 1933. 4 ans plus tard, il rejoint le parti nazi. En 1939, il est incorporé au 9e régiment d'infanterie SS, basé à Danzig. En 1940, il est nommé adjoint de l'officier SS, le commandant du camp de concentration de Neuengamme, Martin Weiss. En 1942, Weiss fut nommé commandant du camp de concentration d'Arbeitsdorf et Höcker continua à le servir comme adjoint. Le même sort allait se répéter lorsque Weiss fut transféré à Majdanek, mais Höcker choisit de changer de voie et rejoignit l'académie militaire SS de Brunswick. Après avoir terminé cette expérience, il est retourné dans la compagnie de Weiss pendant l'opération Reinhard à Majdanek, s'occupant cette fois-ci de tâches liées aux déportations massives et aux assassinats. En 1944, il fut envoyé au camp de concentration d'Auschwitz comme adjoint de Richard Baer, qui avait été nommé délégué. Quelque temps plus tard, tous deux furent transférés au camp de concentration de Dora-Mittelbau. Là, ils étaient chargés d'administrer la région jusqu'à l'arrivée des Alliés. À ce moment-là, terrifié par les conséquences possibles, Baer a falsifié son identité pour s'échapper du camp et ainsi éviter d'être identifié et, par conséquent, arrêté. À la fin de la guerre, il passe 1 an dans un camp de prisonniers de guerre. À sa libération, en 1946, il retrouve ses enfants. Il commence rapidement à travailler dans une banque de sa ville natale, à un poste de direction pour lequel il avait été embauché avant la guerre. Au début des années 1960, les autorités ouest-allemandes l'ont retrouvé et arrêté. Il a été jugé à Francfort, où il a nié avoir participé à la sélection des victimes à Auschwitz, malgré les accusations de plusieurs témoins. Le tribunal a pu vérifier qu'il était au courant des activités génocidaires dans le camp, mais n'a pas pu confirmer qu'il avait mené des actions directes. Il n'a pas non plus admis avoir personnellement exécuté un détenu. Il a déclaré lui-même « Je n'ai appris les événements de Birkenau qu'indirectement, par la manière dont j'y étais et par le temps que j'y ai passé. Et je n'y suis pour rien. Je n'ai eu aucune influence ni aucun pouvoir sur ces événements. Et je ne l'aurais d'ailleurs pas voulu.
Je n'ai blessé personne et personne n'est mort à Auschwitz à cause de moi. Il a cependant été accusé d'avoir fait usage de violence contre plus de 1000 détenus, ce qui lui a valu une peine de 7 ans de prison. En 1970, il est libéré et réintégré à la banque comme caissier en chef. Dans sa déclaration au procès, Höcker a nié avoir mis le pied sur la rampe où se déroulait le processus de sélection. En fait, aucun survivant n'a pu identifier le nom de Höcker parmi ceux présents sur la rampe. Bien que Karl Höcker soit décédé en 2000, un album photo qu'il a lui-même créé a attiré l'attention en 2006. Le musée commémoratif de l'Holocauste des États-Unis a attiré l'attention sur les différentes images de fonctionnaires allemands à Auschwitz pendant qu'il y résidait. Parmi les personnes photographiées se trouvait Joseph Mengele, connu pour ses expériences sans scrupules sur des êtres humains. Fin 2007, des experts ont examiné l'album pour déterminer si Höcker était présent sur la rampe. Sur l'une des photographies, ils ont observé un homme ayant des dimensions identiques à celles de Höcker, soulignant la similitude de la taille de sa tête, de la longueur de ses bras et même de la proportion de son corps par rapport à ses genoux. Après un scan 3D, ils ont déterminé que l'homme était bien Höcker. Cependant, on pouvait voir qu'il portait un uniforme de SS Oberscharführer au lieu de sa tenue classique de SS Obersturmführer. Ce détail rendait les choses plus compliquées, car il était peu probable que Höcker porte l'uniforme d'une autre hiérarchie. Les versions concernant la question de savoir s'il s'agissait ou non de Höcker sont toujours contradictoires. Friedrich Peter est né le 13 juillet 1921 dans la ville d'Attnang-Puchheim, dans le district de Vöcklabruck en Haute-Autriche. Sa mère s'appelait Aloysia et son père, Friedrich Johann Peter, était un conducteur de locomotive social-démocrate. Fin 1938, Friedrich Peter rejoint le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Quelques années plus tard, pendant la guerre, il servit comme SS Obersturmführer du 10e régiment d'infanterie de la 1re brigade d'infanterie SS sur les fronts ouest et est, au sein des unités spéciales de l'Einsatzgruppe C, en 1941, Friedrich et son unité ont assassiné au moins 17 000 juifs ainsi que 25 000 prisonniers de guerre soviétiques. La même année, Peter reçoit la Croix de fer de 2e classe. À la fin de la guerre, il est interné dans le camp américain de Marcus Dewey-Ort. À cette époque, et pendant quelques années encore, on savait que les Einsatzgruppen participaient souvent à ce type d'extermination. Les Alliés étaient donc au courant des crimes commis par Pierre. Il a cependant pris sur lui de nier non seulement y avoir participé, mais a également soutenu qu'il n'avait connaissance d'aucun crime, ce qui, selon les historiens de la Seconde Guerre mondiale, est pratiquement impossible pour une personne ayant le grade de SS Obersturmführer. Après avoir été libéré par les Alliés, il se consacre à l'enseignement dans des écoles primaires et spécialisées, devenant finalement leur directeur. Entre 1950 et 1970, il a également été rédacteur en chef de la revue de l'Association des enseignants autrichiens. En 1968, il devient inspecteur scolaire de l'État de Haute-Autriche, supervisant toutes les activités dans les écoles de la région. Entre 1962 et 1963, le Parti de la Liberté d'Autriche, plus connu sous le nom de FPE et dirigé par Friedrich Peter, a entamé des négociations avec le SPE, le Parti social-démocrate d'Autriche, tout en essayant de paraître plus libéral aux yeux de la société. En 1964, Peter déclara pour la première fois que les nationalistes et les libéraux avaient tous deux leur place au sein du FPE. Ce mouvement de libéralisation a suscité une résistance intense au sein du parti, si bien que Peter a décidé d'expulser les membres qui s'opposaient à ses projets. Lors de la campagne électorale de 1970, Peter, au nom du FPE, déclara qu'il n'y aurait pas de chancelier rouge. Il a cependant toléré par la suite les actions du gouvernement minoritaire de Bruno Kreisky du SPE. Kreisky a riposté avec une réforme électorale qui a principalement donné lieu à une forte poussée en faveur du FPE. En 1974, Peter devient membre du conseil d'administration de l'ORF, chargé du contrôle et de la gestion de la société autrichienne de radiodiffusion. Après les élections de 1975, Simon Wiesenthal, directeur du Centre de documentation juive de Vienne,
a publié un rapport qui incluait le passé nazi de Peter. Il y révèle des détails sur son rôle de SS Obersturmführer et sa complicité dans des meurtres de masse. Paradoxalement, Kreisky, qui avait été victime du régime nazi, a défendu avec véhémence Pierre et l'a accusé Wiesenthal est accusé d'utiliser des méthodes mafieuses et même de collaborer avec la Gestapo. En 1978, Peter se retire de la course à la présidence du Parti fédéral, même s'il continue à tirer les ficelles du FPE dans l'anonymat. En 1992, Peter quitte définitivement la politique après s'être brouillé avec Jörg Haider, alors président fédéral de l'association Jeunesse pour la Liberté, en raison de déclarations faites contre lui. Haider a parlé de la politique d'emploi imposée par le Troisième Reich, ce qui a été perçu comme une explosion honteuse par Peter, qui a avoué avoir été contraint de rompre son silence auto-imposé et de rappeler publiquement aux dirigeants du Parti de la Liberté d'Autriche leurs devoirs politiques et statutaires. Finalement, le 25 septembre 2005, Peter décède à l'hôpital Hanusch de Vienne des suites d'une grave maladie rénale. Helmut Oberländer, l'interprète nazi qui vivait caché au Canada, Helmut Oberländer, est né le 15 février 1924 dans la ville de Halbstadt, en République soviétique d'Ukraine, au sein de l'Union soviétique. Oberländer était considéré comme un Allemand de souche, c'est pourquoi, en 1941, à l'âge de 17 ans, il fut recruté par le Sonderkommando 10A, une partie de l'Einsatzgruppe D, lors de son entrée en Ukraine soviétique. Au fil des mois, il devient membre du Sicherheitsdienst, l'agence de renseignement SS, et également de la Sicherheitspolizei, qui signifie « police de sécurité ». Après la guerre, en 1954, Oberländer émigra au Canada avec sa femme, Margaret, et vécut à Kitchener-Waterloo, en Ontario, où il dirigea une entreprise de construction prospère. En 1960, Oberländer obtient la citoyenneté canadienne. 3 ans plus tard, le service de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada a ouvert une enquête sur Oberländer. En 1970, un groupe d'enquêteurs allemands sur les crimes de guerre occidentale a interrogé Oberländer, qui a affirmé ne pas avoir entendu parler de l'affaire. Sonderkommando et qu'il n'avait aucune connaissance de l'exécution de Juifs par son unité. Le dossier d'Oberländer a été classé avec 28 autres dossiers, classés comme « attention particulière » par la commission d'enquête sur les criminels de guerre en raison de la gravité des accusations et de la disponibilité des preuves. Finalement, Oberländer a admis avoir fait partie du Sonderkommando 10A, mais a reconnu que ses fonctions se limitaient à écouter et à traduire des émissions de radio russes en raison de sa connaissance de la langue. Il était également amené à servir d'interprète lors des interactions entre les militaires et la population locale. Il avait en outre l'obligation de protéger les ministres militaires. Cependant, la Cour fédérale canadienne a contredit ces déclarations, qualifiant le Sonderkommando d'un escadron de la mort parmi d'autres, le tenant responsable de l'extermination de plus de 2 millions de personnes, principalement des civils juifs. Le jugement a établi qu'Oberländer faisait partie de cette unité entre 1941 et 1943 en tant qu'interprète et assistant. En plus de ces tâches, il travaillait à temps plein sur des tâches telles que le cirage des bottes et la protection des aliments. De 1943 à 1944, il sert comme fantassin dans l'armée allemande. Le rapport final de la commission d'enquête sur les criminels de guerre de 1986 recommandait que les criminels de guerre nazis soient poursuivis devant les tribunaux canadiens. Si de telles poursuites ne sont pas menées, il a suggéré de déchoir les accusés de leur citoyenneté et d'expulser ceux qui ont dissimulé leur passé afin d'obtenir la citoyenneté. Par conséquent, la commission a déterminé qu'Oberländer n'aurait pas dû entrer au Canada et a donc décidé que sa citoyenneté devait être révoquée. Fin avril 1995, le gouvernement canadien a lancé une procédure de dénaturalisation et d'expulsion contre Oberländer, qui s'était enfui en Floride, aux États-Unis, où il possédait un condominium. 2 semaines plus tard, les responsables du Bureau des enquêtes spéciales l'ont menacé d'expulsion s'il ne quittait pas le pays. Ainsi, quelques jours plus tard, il est retourné au Canada. En 2000, le juge Andrew McKay a noté qu'il n'y avait aucune preuve qu'Oberländer ait été directement ou indirectement impliqué dans les accusations portées contre lui
et l'a donc acquitté des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Cependant, Mackay a été critiqué pour ne pas avoir révélé son dossier de guerre lors de son entretien d'immigration en 1953 à Karlsruhe, en Allemagne. Fort de cette information, le gouvernement canadien a annoncé que la citoyenneté d'Oberländer serait révoquée. Cependant, le Congrès germano-canadien ainsi que l'Association ukrainienne-canadienne des libertés civiles ont présenté leur défense et exercé des pressions, arguant qu'il n'y avait aucune preuve convaincante pour étayer les prétendues preuves. Finalement, en 2008, le gouvernement a révoqué la citoyenneté d'Oberländer et, un an plus tard, la Cour d'appel fédérale a annulé cette décision, rétablissant sa citoyenneté. Le gouvernement canadien a pris l'affaire très au sérieux et en juillet 2017 a émis un décret en conseil, marquant la 4e tentative de déchoir Oberländer de sa citoyenneté. En 2018, le juge de la Cour fédérale Michael Phelan a statué que la révocation était légale. Oberländer savait qu'il risquait davantage d'être poursuivi s'il était expulsé vers l'Allemagne, où les criminels de guerre et leurs complices continuaient d'être condamnés. Il a donc fait appel. La Cour d'appel fédérale a rejeté sa requête visant à rouvrir son dossier en raison d'une prétendue partialité du juge Phelan en 2008. Le 5 décembre 2019, la Cour suprême du Canada a refusé de lui accorder l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour fédérale, ouvrant la voie à son expulsion imminente. En février 2020, Oberländer est resté en Ontario et a déposé un nouvel appel. En octobre de la même année, il a perdu son appel devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et a ensuite été envoyé à une audience d'expulsion. En avril 2021, la Cour du Canada a rejeté la tentative des avocats d'Oberländer de mettre fin à la procédure. Cependant, la justice s'est avérée lente à rendre ses jugements puisque le 20 septembre 2021, à l'âge de 97 ans, Helmut Oberländer est décédé en Ontario, au Canada. Alois Brunner, le protégé de la Syrie. Alois Brunner est né le 8 avril 1912 dans un petit village appelé Nadkut, au sein de l'Empire austro-hongrois. À l'adolescence, il étudie la comptabilité et travaille comme vendeur. En 1931, il rejoint le Parti national-socialiste et rejoint la section d'assaut connue sous le nom de Sturmabteilung, ou SA. Cela lui a causé des problèmes dans le grand magasin où il travaillait et il a été licencié. Après l'Anschluss de l'Autriche en 1938, Brunner s'engage dans la Schutzstaffel à Vienne, où il rejoint la section 4B4 de la Gestapo sous la direction d'Adolf Eichmann. Brunner a travaillé en étroite collaboration avec son chef sur ce qu'on a appelé le plan Nisko, une tentative ratée d'établir une réserve juive dans la ville de Nisko, en Pologne, occupée en 1939. Bien qu'il ait détenu le grade de Hauptsturmführer, le rôle implicite de Brunner au sein de la SS était celui d'un solutionneur de problèmes. À ce titre, il a commencé à organiser les déportations vers les camps de concentration nazis de la France de Vichy et de la Slovaquie. Parmi ses fonctions, Brunner était commandant d'un train de déportés juifs de Vienne à Riga en février 1942. Au cours de ce voyage, Alois Brunner a abattu plusieurs juifs, dont le financier Sigmund Bosel, qui, bien que malade, avait été arrêté de force et transporté depuis un hôpital de Vienne. En juin 1943, Brunner déporta 43 000 juifs de Vienne et 46 000 autres de Salonique, en Grèce. Il est ensuite nommé commandant du camp d'internement de Drancy à Paris, d'où étaient déportés les Juifs de France. En 1944, Eichmann ordonna le transfert de Brunner en Slovaquie pour superviser la déportation des Juifs de ce pays. Dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, il organisa la déportation de 13 500 Juifs de Slovaquie vers les camps de Theresienstadt, Sachsenhausen, Bergen-Belsen et Stutthof. La plupart de ces prisonniers n'ont pas survécu et les quelques-uns qui ont réussi à survivre ont été envoyés à Auschwitz pour être finalement exterminés. Durant la période d'après-guerre, Brunner a dû lutter pour s'échapper sans être découvert par les Soviétiques ou les Alliés. Dans une interview accordée en 1985 au magazine Bunt, il a avoué que son identité avait été confondue avec celle d'un autre membre de la SS, Anton Brunner, exécuté pour crime de guerre. L'identité d'Anton Brunner a également été échangée avec celle d'Alois non seulement par les autorités, mais aussi par d'importants historiens. Alois Brunner prétendait avoir reçu des documents officiels sous un faux nom de la part des autorités américaines
et avoir trouvé du travail comme chauffeur pour l'armée américaine quelques mois après la guerre. Il a également été employé par l'organisation Gehlen, une autre délégation américaine en Allemagne. En 1954, Brunner a fui l'Allemagne de l'Ouest avec un faux passeport de la Croix-Rouge. Il a d'abord visité Rome, puis s'est installé en Égypte. Là, il travaillait comme trafiquant d'armes. Peu de temps après, il s'installe en Syrie sous le pseudonyme de Dr Georg Fischer. Un conseiller du gouvernement a embauché le prétendu Dr Fischer pour un travail dont les fonctions réelles sont inconnues. Mais on pense que l'une de ses tâches était de conseiller le gouvernement syrien sur les techniques de torture et de répression qu'il avait apprises alors qu'il servait dans l'armée allemande. Il est soupçonné d'avoir collaboré avec le tyran Hafez al-Assad pour créer un appareil répressif inhabituel dont l'objectif principal était de contrôler le pays par le recours à la terreur illimitée. Selon un militant anonyme de l'opposition, ce système de danger a réussi à menacer les civils d'arrestation, instillant en eux la peur du berceau à la tombe. Certaines des pratiques répressives incluent des histoires telles que des dizaines de groupes d'élèves de lycée expulsés des salles de classe par des agents de sécurité sans raison apparente. Un jeune homme arrêté pour avoir rendu visite à un oncle vivant près d'un territoire tenu par les rebelles. Une mère, un père et leurs 6 filles, âgées de 1 à 13 ans, ont été kidnappées parce qu'ils préparaient des paniers de nourriture pour des voisins dans le besoin, et un garçon de 13 ans arrêté et torturé à mort pour avoir marché dans une rue adjacente à une manifestation anti-gouvernementale. Pendant de nombreuses années, la Syrie a réussi à repousser l'entrée sur son territoire d'enquêteurs occidentaux, tels que le chasseur de nazis Serge Klarsfeld et Simon Wiesenthal, qui ont cherché par tous les moyens à traduire Brunner en justice. Entre 1961 et 1980, Brunner a reçu un grand nombre de colis piégés à sa résidence de Damas. En fait, une lettre explosive lui a fait perdre un œil et un autre des colis lui a fait perdre les doigts de sa main gauche. Bien que l'identité de la personne responsable de ces envois surprises soit inconnue, beaucoup pensent qu'il s'agit du Mossad israélien. À la fin des années 1980, de hauts responsables de la République démocratique allemande ont réussi à négocier avec la Syrie non seulement l'extradition, mais aussi l'arrestation ultérieure d'Alois Brunner. Cependant, la chute du mur de Berlin en novembre 1989 perturbe les contacts entre les deux régimes et le projet d'extradition échoue. Quelques années plus tard, en 1995, les procureurs allemands de villes comme Cologne et Francfort ont offert plus de 300 000 $ pour toute information menant à l'arrestation de Brunner. En 1999, les autorités allemandes ont connu une déception notable. Après tant d'efforts, Alois Brunner est décédé en 1996 et a été enterré dans un cimetière de Damas. Cependant, après avoir pris connaissance de cette rumeur, la presse allemande a rapporté qu'il s'agissait d'un mensonge. Selon sa version, des journalistes allemands l'auraient rencontré à l'hôtel Méridien de Damas où il aurait vécu sous protection policière. Fin 2001, d'autres reporters le croisent dans le même complexe hôtelier. En 2011, le magazine allemand Der Spiegel a rapporté que les services de renseignement allemands avaient détruit leur dossier sur Alois Brunner dans les années 1990. D'autres sources rapportent que Brunner est mort en 2001 dans une cellule de Damas, complètement seul, soumis à ses propres méthodes de torture. Oskar Gröning, le comptable d'Auschwitz, qui a fait face à la justice finale. Oskar Gröning est né le 10 juin 1921 à Naenburg-Weser, État libre de Prusse, République de Weimar. Sa mère est morte quand il avait 4 ans, et son père, un ouvrier de l'industrie textile avec une idéologie politique nationaliste, l'a élevé seul. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, Gröning Senior rejoint les Casques d'Acier, une organisation paramilitaire. Il était consumé par l'indignation face à la manière dont l'Allemagne avait été traitée depuis le traité de Versailles. Son entreprise textile fait faillite en 1929 en raison d'un manque de capital. Et il se découvre une nouvelle passion, les uniformes militaires. Oskar Gröning a grandi dans ce contexte, entouré de discipline, d'obéissance et d'autorité. Enfant, il rejoint Scharnhorst, l'organisation de jeunesse des Casques d'Acier, et après 1923, il rejoint les jeunesses hitlériennes.
Influencé par les valeurs de sa famille, il comprit que le nazisme était la meilleure voie pour l'Allemagne, comprenant qu'il s'agissait d'un peuple qui voulait le meilleur pour son pays et qui ferait tout pour réaliser son progrès. Pour ces raisons, il participa à l'autodafé de livres écrits par des juifs et d'autres auteurs considérés comme dégénérés par les nazis. Gröning était convaincu que son aide était essentielle pour débarrasser l'Allemagne d'une culture étrangère aberrante et que le national-socialisme aurait un effet positif sur l'économie en entraînant une diminution du chômage. Tout en poursuivant son idéologie politique, il obtient son diplôme d'études secondaires avec d'excellentes notes et, à l'âge de 17 ans, commence un apprentissage comme employé de banque. Cependant, quelques mois après avoir commencé leur premier emploi, la guerre éclate et près de la moitié des employés de la banque sont appelés à l'armée. Gröning, qui était apprenti, a profité de ce qui s'est passé pour faire avancer sa carrière, tout comme les autres apprentis. Cependant, voyant les victoires rapides en France et en Pologne, il décide de contribuer à son pays. En 1942, Gröning quitta son poste de comptable lorsque les SS ordonnèrent que les emplois de bureau soient réservés aux vétérans blessés et que les membres valides occupant des postes administratifs se voient confier des tâches plus difficiles. Après avoir été transféré aux bureaux économiques de la SS à Berlin, il reçut l'ordre strict de ne révéler aucune information à sa famille, à ses amis, ni même à des personnes extérieures à son unité. Peu de temps après, il fut envoyé dans la ville de Katowice, en Pologne, où il devait rendre compte au commandant d'Auschwitz. Jusqu'alors, Gröning n'avait jamais entendu parler de l'existence de ce camp de concentration. À son arrivée, il a été accueilli avec ses compagnons dans un complexe avec d'énormes rations de nourriture. Alors que nous savourions ces mets délicats, quelqu'un est entré et a crié « Transport !» et certains officiers ont quitté la pièce. Le lendemain, en raison de son expérience d'employé de banque, Gröning fut envoyé à la caserne où était conservé l'argent des prisonniers. À l'époque, il lui avait expliqué que lorsque les prisonniers étaient enregistrés pour entrer dans le camp, leur argent y était déposé et leur serait restitué à leur libération. Gröning apprit alors non seulement qu'il ne leur serait pas renvoyé, mais qu'Auschwitz était un camp d'extermination et que des Juifs y étaient assassinés. À ce moment-là, il comprit le cri « Transport ! Gröning a compté et trié l'argent. Il a également assisté au processus de sélection, non pas pour choisir qui devait être tué, mais pour protéger les biens jusqu'à ce qu'ils soient classés. Malgré la nature spécifique de son travail, il a vu des enfants se faire tirer dessus et des personnes incapables de marcher être humiliées et assassinées. À une autre occasion, elle a vu une femme juive envelopper son bébé dans des chiffons et le cacher sur le sol avant de l'envoyer dans les chambres à gaz. Au bout d'un moment, un soldat a attrapé le bébé par les jambes et, agacé par ses pleurs, l'a tué. Cela choqua Gröning, qui demanda donc un transfert. Si l'extermination des Juifs est nécessaire, elle doit au moins être réalisée dans un certain cadre, argumenta-t-il à son supérieur qui rejeta sa demande. Après avoir vécu d'autres situations similaires, il a de nouveau demandé un changement d'emploi, mais son supérieur lui a rappelé qu'il avait signé une déclaration. À partir de ce moment-là, il a essayé d'éviter d'être témoin des terribles événements qui se déroulaient à Auschwitz. Finalement, Gröning réussit et, en 1944, il fut envoyé à la bataille des Ardennes, où il rejoignit l'équipe SS. Au milieu des combats, il fut blessé et envoyé dans un hôpital de campagne avant de retourner dans son unité, qui se rendit finalement aux Britanniques le 10 juin 1945. Prisonnier de guerre, Gröning préféra ne pas déclarer sa participation à Auschwitz, il put donc seulement dire qu'il travaillait pour les bureaux économiques de la SS. Gröning et ses collègues furent emprisonnés dans un ancien camp de concentration nazi et, en 1946, il fut transporté en Angleterre comme travailleur forcé où il vécut une vie très confortable, mangea de la bonne nourriture, gagna de l'argent et travailla en Écosse et dans les Midlands en chantant des hymnes allemands et de la musique folklorique anglaise. En 1947, il retourne en Allemagne et demande à sa femme de ne pas lui demander où il était allé. Il n'a pas pu récupérer son emploi à la banque en raison de son implication dans la SS, mais il a obtenu un emploi dans une usine de verre, où il a été promu à un poste administratif, puis est devenu chef du personnel et plus tard juge honoraire du tribunal du travail. Lors d'une conversation familiale, ses proches l'accusent d'avoir été un meurtrier potentiel ou réel à Auschwitz. Gröning explosa de colère, frappa du poing sur la table et dit «
Ce mot et ce lien ne doivent plus jamais être mentionnés en ma présence, sinon je déménagerai. Gröning a rencontré Thies Christoffersen, un publiciste et éditeur allemand qui nie l'Holocauste, et lui a confié « J'ai tout vu, les chambres à gaz, les crémations, la sélection. 1,5 million de Juifs ont été assassinés à Auschwitz. J'y étais. » À partir de ce moment-là, il a commencé à recevoir des appels téléphoniques et des lettres menaçantes de la part d'inconnus. Il apprit plus tard que ses commentaires condamnant le négationnisme avaient été publiés dans un magazine néo-nazi et qu'il visait à prouver que ce que Gröning avait vu n'était qu'une hallucination. Il a donc témoigné à nouveau et dénoncé publiquement ceux qui l'accusaient de mentir. Croyez-moi, j'ai vu les chambres à gaz, j'ai vu les crématoriums, j'ai vu les fourneaux. J'étais sur la rampe lors des sélections. J'aimerais que vous me croyiez. Ces atrocités ont eu lieu, j'y étais. En outre, Gröning a écrit un manuscrit de 87 pages contenant des mémoires pour sa famille. Depuis le 21 avril 2015, Gröning est jugé à Lunebourg, en Basse-Saxe, en Allemagne, accusé d'être complice d'au moins 300 000 morts. Le 15 juin de la même année, il est condamné à 4 ans de prison pour complicité dans le meurtre de 300 000 Juifs à Auschwitz. Le 12 mars 2018, à l'âge de 96 ans, Oskar Gröning est décédé avant de commencer sa peine. C'est ce qui est arrivé aux soldats SS après la Seconde Guerre mondiale. À la prochaine.